Ma belle-fille a ricané en voyant mon fils entrer dans la salle d'audience. Mais lorsque le juge m'a vu entrer derrière lui, il s'est arrêté et a murmuré, incrédule. « Pourquoi êtes-vous ici ?» La salle entière est devenue silencieuse, tandis que ma belle-fille et sa famille arrogante se regardaient, paniquées. Je suis heureuse que vous soyez là. Si vous regardez cette vidéo, donnez-lui un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle a voyagé. Le bruit dans la salle d'audience s'est éteint instantanément lorsque le juge Étienne Renaud est entré. Il s'est assis sur le siège principal, ses yeux perçants balayant la pièce. Quand il a regardé Mathieu, mon fils, j'ai vu une lueur de compassion dans son regard. Mais il s'est ensuite figé, fixant ses yeux sur moi. J'ai senti le choc dans ce regard, comme s'il voyait un fantôme du passé. J'ai marché lentement vers la table de la défense. J'ai posé ma vieille mallette en cuir sur la surface en bois. Le bruit sourd a résonné comme une déclaration de guerre. J'ai tiré la chaise et me suis assise à côté de Mathieu, sentant la main tremblante de mon fils sous la mienne. La pièce était plongée dans le silence. Le seul son était le grattement de la plume du greffier sur le papier. Le juge Renaud s'est penché en avant, les yeux écarquillés. Sa solennité habituelle disparut. Ses lèvres ont bougé, et il a dit presque dans un murmure. « Pourquoi êtes-vous venu ici ?» Cette question a été comme une rafale de vent froid balayant la pièce. Isabelle a froncé les sourcils, me regardant avec méfiance. Ses parents chuchotaient entre eux, les yeux pleins de méfiance. Mathieu a relevé la tête, le regard confus, mais contenant une fragile étincelle d'espoir. Le voir ainsi m'a fendu le cœur. Il ne savait pas. Personne dans cette salle ne savait que je n'étais pas seulement une mère. J'avais été quelqu'un d'autre, quelqu'un que tout Lyon connaissait et appelait par son nom. Moins d'une heure auparavant, le ciel de Lyon était gris et lourd. Je me tenais près de la voiture, aidant soigneusement Mathieu à chaque pas. Ses pas étaient chancelants, non seulement à cause de la béquille en bois qui supportait son poids, mais aussi à cause des regards froids de la foule qui tombait sur nous. Les cloches de la basilique de Fourvière sonnaient, chaque glas lugubre, frappant ma poitrine, annonçant une journée sombre. Je serrais la vieille mallette en cuir dans mes mains, ses bords usés me rappelant les années passées. Elle ne contenait pas seulement des papiers. Elle contenait l'honneur de l'avenir et le faible espoir de ma famille. Devant les marches imposantes du palais de justice, une petite foule s'était rassemblée, quelques voisins curieux, quelques journalistes, avec leurs appareils photo prêts. Ils murmuraient un bourdonnement comme un essaim agité. « C'est le divorce des Vasseur », a chuchoté quelqu'un. On dit que c'est vraiment sordide. Pauvre fils. J'ai entendu cela le cœur serré, mais j'ai gardé mon visage froid, ne montrant aucune faiblesse. Puis, une voiture de luxe s'est arrêtée brusquement derrière nous. La portière s'est ouverte et Isabelle est sortie. Elle portait une robe Chanel rouge, la couleur du défi, comme si elle criait au monde qu'elle était la gagnante. Des lunettes de soleil sombre couvraient à la moitié de son visage, mais elle ne pouvait cacher le sourire arrogant sur ses lèvres. Ses parents et son frère l'ont suivie, la tête haute, marchant comme s'ils avaient déjà la victoire entre leurs mains. Les voir m'a retourné l'estomac. Ils ne savaient pas ce que Mathieu et moi avions traversé. Les nuits blanches, les jours de lutte pour garder cette maison. J'ai fait signe à Mathieu de marcher devant, et je l'ai suivi en silence. Mon fils, autrefois un homme fort, s'appuyait maintenant sur des béquilles, le dos voûté comme s'il portait le poids du monde. Chaque pas qu'il faisait était comme un couteau dans mon cœur. Je voulais crier pour le protéger de ses regards de pitié, mais je ne pouvais que serrer plus fort la mallette et marcher avec un calme forcé. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était épais, l'odeur de vieux bois se mêlant à la tension. Isabelle était déjà assise sur le banc des accusés, les jambes croisées, ses talons rouges vifs tapant sur le sol. Chaque tap-tap, comme une provocation. Quand Mathieu est entré avec difficulté, elle a souri avec mépris et s'est penchée à l'oreille de sa mère, juste assez fort pour que tout le monde entende. « Regarde !»
Il n'est plus qu'un vieil homme estropié. J'ai senti mon sang bouillir, mais je me suis mordu la lèvre pour empêcher la rage d'exploser. Mathieu a baissé la tête, sa poitrine se soulevant. Il s'est assis en silence sur la chaise en bois du plaignant, ses mains agrippant ses béquilles, comme si elles étaient à son dernier soutien. Voir mon fils ainsi m'a déchiré le cœur. C'était l'enfant pour qui j'avais sacrifié toute ma vie, celui qui avait promis de nous construire une maison d'où personne ne pourrait jamais nous chasser. Et maintenant, il était là, humilié par la même femme qui prétendait l'aimer. L'avocate d'Isabelle, maître Amélie Laurent, s'est levée et a placé une épaisse pile de papier sur la table. Sa voix arrogante a résonné dans la pièce. Nous démontrerons que le mari de ma cliente, Mathieu Vasseur, n'est plus capable de remplir ses devoirs de mari et de père. Chaque mot était comme un coup de marteau sur ma poitrine. Je voulais me lever pour crier qu'il mentait, que Mathieu était toujours un père, un homme digne, même si ses jambes n'étaient pas plus saines. Mais je suis restée silencieuse, attendant mon moment. L'air dense de la salle d'audience m'a ramenée à des jours passés. Il y a des années, lorsque le soleil doré baignait encore les rues pavées, ma petite famille connaissait des jours paisibles. Notre petite maison, bien que modeste, était toujours remplie de rire. Je me souviens de ces après-midi de week-end, où Mathieu avait 7 ans, courant dans la cour avec un vieux ballon dans les mains, chantant à tue-tête les chansons françaises que je lui avais apprises. Mon mari Étienne était encore un homme de famille, alors assis sur le porche, fumant, regardant son fils jouer avec un sourire serein. Mais cette paix, je l'ai découvert plus tard, n'était qu'un rêve éphémère. Un soir, alors que l'arôme du bœuf bourguignon que j'avais préparé flottait encore dans la cuisine, Étienne a posé son couteau et sa fourchette, le regard glacial. « Hélène !» a-t-il dit d'une voix monotone, comme s'il lisait une annonce. « Je pars. J'ai une autre vie. » Je suis restée là, la cuillère à la main, stupéfaite comme si j'avais été giflée. Il ne m'a pas regardée, s'est juste levé, a pris la valise qu'il avait déjà préparée et a franchi la porte. Une voiture rutilante l'attendait dehors. À l'intérieur, sous le lampadaire, je pouvais à peine distinguer une femme, une riche veuve qui, j'ai appris plus tard, m'avait volé l'homme de ma vie. Mathieu, qui avait 10 ans à l'époque, est resté figé sur le pas de la porte, les yeux grands ouverts, regardant la silhouette de son père disparaître. Le bruit du moteur s'éloignant a laissé un silence qui m'a brisé l'âme. Cette nuit-là, après avoir débarrassé la table comme si de rien n'était, je suis allée dans la chambre de Mathieu. Le garçon était blotti sous les couvertures, ses épaules tremblant de sanglots étouffés. Je me suis assise à côté de lui. Je l'ai pris dans mes bras, mais je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas pleurer. Je me suis dit que je devais être un roc pour que mon fils ait quelque chose à quoi s'accrocher. « Maman, pourquoi papa est-il parti ?» a-t-il demandé d'une voix brisée. Je l'ai juste serré plus fort, et j'ai murmuré. « Je ne sais pas, mon fils, mais je te promets que toi et moi serons toujours ensemble. » J'ai tenu cette promesse de tout mon cœur. Bien que chaque nuit, quand il dormait, je me retrouvais seule dans la cuisine, fixant les assiettes propres, avec une douleur qui me transperçait. Les années suivantes ont été un cycle incessant. Le matin, je me levais tôt, préparais le petit déjeuner pour Mathieu et l'emmenais à l'école sur mon vieux vélo. Pendant la journée, je travaillais comme employée de bureau, les yeux fixés sur le clavier, vérifiant des chiffres, essayant d'empêcher mon patron de remarquer les cernes de mes nuits blanches. Le soir, pendant que Mathieu faisait ses devoirs, je m'asseyais à la table de la salle à manger, penchée sur les livres de comptes de quelques magasins de quartier. Il y a eu des nuits de fortes pluies, où Mathieu et moi partagions un parapluie cassé, marchant dans des rues inondées pour rentrer à la maison. Avec mes vêtements trempés et le froid me glaçant les os, je serrais encore la main de mon fils et lui souriais. Nous sommes plus forts que cette pluie, n'est-ce pas? Mathieu hochait la tête, et son sourire était la seule lumière dans ces jours sombres. Je n'ai jamais parlé à Mathieu des nuits où je ne dormais pas, pensant aux frais de scolarité, au loyer ou aux médicaments. Une fois, alors qu'il avait de la fièvre,
J'ai dû chercher une pharmacie de garde au milieu de la nuit, avec seulement quelques pièces dans ma poche. Au comptoir, j'ai compté l'argent une par une, le cœur serré à l'idée de devoir choisir entre le médicament de mon fils ou la nourriture du lendemain. Mais je n'ai pas abandonné. Chaque fois que je regardais Mathieu, je me disais que je ne pouvais pas tomber car il était la raison de mon existence. Le jour où Mathieu a reçu sa lettre d'admission pour une école d'ingénieur, je suis restée immobile dans la cuisine, le papier à la main, pleurant de manière incontrôlable. C'était la première fois depuis des années que je pleurais de bonheur. Mais la joie s'est vite transformée en inquiétude. L'université n'était pas quelque chose que je pouvais facilement me permettre. En silence, j'ai sorti mon alliance, le dernier souvenir d'un mariage brisé, du vieux coffre en bois. C'était la seule chose de valeur qui restait dans la maison. Je l'ai apportée au mont-de-piété, et voir le propriétaire peser la bague m'a serré l'âme. « Maman, tu n'es pas obligée de faire ça », a dit Mathieu quand il l'a appris, les yeux rouges. « Je vais trouver un travail. » Je l'ai interrompu, posant ma main sur son épaule. « Tu as juste besoin d'étudier dur. Je veux que tu fasses ce que je n'ai jamais pu faire. » Mathieu m'a serré dans ses bras, et pour la première fois, j'ai senti qu'il n'était plus un enfant qui avait besoin de ma protection. Mathieu ne m'a pas déçue. Après des années d'efforts et d'études, il a construit une maison à étages dans la banlieue de Lyon. Le jour où il m'a remis les clés, je me suis tenue devant ces nouveaux murs, et j'ai pleuré. « Maman, je te l'avais promis », a dit Mathieu, souriant d'une voix étranglée. « C'est notre maison. Personne ne peut nous en chasser maintenant. » Je l'ai serré dans mes bras, sentant dans son corps la sueur, les larmes et l'amour qu'il avait mis dans chaque brique. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'avais fait le bon choix, en n'abandonnant pas. Quand Mathieu a épousé Isabelle, j'ai pensé que ma famille était enfin complète. Isabelle, à l'époque, était une fille douce, avec un sourire aussi charmant que les fleurs d'oranger. Au début, elle venait dans la cuisine avec moi, joyeuse, me racontant ses projets d'avenir avec Mathieu. « Maman, je veux avoir beaucoup d'enfants, comme ça tu auras une grande famille de petits-enfants », m'a-t-elle dit une fois. Et je l'ai cru. Je pensais que le bonheur nous avait enfin trouvés. Je voyais comment les yeux de Mathieu s'illuminaient chaque fois qu'Isabelle était près de lui. Et je remerciais silencieusement Dieu de m'avoir donné une telle belle fille. Mais la tragédie a frappé comme un cauchemar. Un choc électrique sur le chantier, une chute d'un échafaudage élevé. J'ai reçu l'appel à minuit, la voix tremblante du contremaître au téléphone. « Madame Vasseur, votre Mathieu, il a eu un accident. Venez à l'hôpital immédiatement. » J'ai couru hors de la maison, le cœur battant à tout rompre, pieds nus dans les rues froides. Quand je suis arrivée, l'image de Mathieu immobile, enveloppé de bandages blancs, s'est gravée dans ma mémoire. Je suis restée là, à ses côtés, regardant le fils qui avait été le pilier de notre famille, réduit à un être aussi fragile qu'un enfant. « Je suis là, Mathieu », ai-je murmuré en lui serrant la main. « Maman est là avec toi. » Les mois suivants ont été une chaîne de jours sans fin. Mathieu a récupéré lentement, mais ses jambes n'ont plus jamais été les mêmes. Le médecin a dit qu'il devrait vivre avec des béquilles en bois pour le reste de sa vie. D'un homme fort, toujours souriant et bavard, Mathieu est devenu une ombre silencieuse. Il parlait moins, et son regard était souvent rempli de tristesse. Chaque fois que je le voyais s'appuyer sur ses béquilles, faisant des pas hésitants dans la cour, j'avais l'impression que quelqu'un m'arrachait le cœur. Quand Mathieu est rentré de l'hôpital, j'ai eu l'impression que le monde entier avait changé. La maison à 2 étages que mon fils avait construite avec tant de fierté, qui était autrefois remplie de rires, était maintenant aussi silencieuse qu'une tombe. J'ai réaménagé le salon, le transformant en un espace au rez-de-chaussée, pour que Mathieu puisse se déplacer plus facilement. Chaque fois que je regardais le lit simple que je lui avais préparé, mon âme me faisait mal. Cette pièce avait été planifiée par Mathieu et Isabelle comme la future salle de jeu de leurs enfants. Mais maintenant, ce n'était qu'un refuge de fortune pour un homme luttant contre son propre corps. Les premières semaines, Isabelle a encore fait semblant d'être une épouse dévouée. Elle lui apportait un bol de soupe chaude dans sa chambre,
lui servait ses médicaments avec soin et souriait même quand je la remerciais. Je voulais croire qu'elle aimait encore Mathieu, qu'elle essayait juste de s'adapter à la nouvelle situation. Mais chaque jour qui passait, je réalisais que tout cela n'était qu'une façade. La patience d'Isabelle s'est épuisée à une vitesse qui m'a stupéfiée. Un matin de bonne heure, alors que la première lumière filtrait par la fenêtre, j'ai vu Mathieu assis dans son fauteuil roulant, une rare étincelle dans les yeux. « Maman, je veux aller dans le jardin aujourd'hui », a-t-il dit d'une voix pleine d'enthousiasme. « Je veux respirer un peu d'air frais. Peux-tu appeler Isabelle pour m'aider ?» J'ai hoché la tête, soulagée de voir mon fils trouver une petite raison de se réjouir. Je suis allée à la cuisine où Isabelle préparait du café, habillée comme si elle s'apprêtait à sortir. « Isabelle, Mathieu veut aller dans le jardin. Peux-tu aider un peu ton mari ?» ai-je demandé en essayant de garder ma voix douce. Elle s'est retournée avec un froncement de sourcils et un visage agacé. « Belle maman, j'ai une montagne de choses à faire, » a-t-elle répondu d'un ton froid. « Il ne peut pas se débrouiller tout seul un petit peu. » Sans attendre ma réaction, elle a claqué la tasse de café sur la table et est sortie en trombe, me laissant là, immobile. Je suis retournée dans la chambre et j'ai vu Mathieu toujours près de la fenêtre, le regard baissé et les mains agrippant les bords du fauteuil roulant. « Maman, ça n'a plus d'importance. Oublie !» a-t-il murmuré presque inaudiblement. Je voulais courir après Isabelle pour lui crier au visage. Mais en voyant Mathieu, je ne pouvais que pousser son fauteuil vers le jardin, forçant un sourire pour cacher la douleur qui me brisait de l'intérieur. Les repas de famille, qui étaient autrefois le moment le plus chaleureux de la journée, étaient devenus une épreuve difficile. J'essayais de cuisiner les plats que Mathieu aimait le plus, comme un gratin dauphinois ou une soupe maison, dans l'espoir de ramener un peu de joie. Mais Isabelle s'asseyait là, mangeait à peine une bouchée, puis posait ses couverts, en marmonnant qu'elle n'avait pas d'appétit. Je me souviens encore comment elle faisait l'éloge de mes tomates farcies, comment elle riait en disant qu'elle voulait apprendre à les cuisiner pour Mathieu. Maintenant, au lieu de cela, elle regardait son mari avec une irritation évidente, comme si partager une table avec lui était un sacrifice. « Isabelle, tu ne te sens pas bien ?» ai-je demandé une fois, en essayant de maintenir une atmosphère calme. Elle a juste haussé les épaules et a marmonné. « Non, je n'ai juste pas faim. » Mais je savais bien que ce n'était pas la nourriture qui lui coupait l'appétit, mais Mathieu et toute cette famille. Une fois, alors que je passais par la cuisine pour prendre de l'eau, j'ai entendu la voix d'Isabelle à travers la porte, légèrement entr'ouverte. Elle parlait au téléphone, sa voix basse, mais pleine de calcul. « Ne t'inquiète pas, tant que la maison est partagée en deux, nous aurons assez de capital pour recommencer. » Je me suis figée, le cœur serré comme si quelqu'un le comprimait. La maison que Mathieu avait construite avec sa sueur et ses larmes. La maison dont il m'avait remis la clé, avec la fierté d'un fils. Maintenant, elle devenait une proie dans son plan. J'ai voulu pousser la porte et la confronter immédiatement. Mais je me suis retenue. J'avais besoin de temps, j'avais besoin de preuves. Je devais protéger Mathieu de cette cruelle vérité, du moins pour l'instant. Isabelle a commencé à changer aussi à l'extérieur. Les robes simples d'avant ont été remplacées par des robes chères, moulantes et scintillantes. Son rouge à lèvres était plus vif, son parfum si fort que je devais ouvrir les fenêtres chaque fois qu'elle passait. Elle sortait fréquemment le soir avec des excuses, comme une réunion avec de vieux amis, ou une sortie pour se détendre un peu. Je la regardais partir, ses talons claquant bruyamment contre le sol, et mon cœur se serrait. Je me souvenais des jours où elle tenait encore la main de Mathieu, souriant radieusement alors qu'ils parlèrent de leur avenir. Maintenant, chaque fois qu'elle partait, je sentais qu'elle ne laissait pas seulement Mathieu derrière elle, mais aussi les promesses qui m'avaient autrefois fait confiance en elle. Les rumeurs des voisins ont commencé à m'atteindre. Un après-midi, en achetant des légumes au marché, Madame Martin, la vendeuse habituelle, m'a tiré par le bras et m'a chuchoté « Hélène, je ne veux pas dire du mal, mais dernièrement, je vois beaucoup votre belle-fille avec un homme étrange
au café du coin de la rue. Ils sont très affectueux, riant et parlant comme un couple. J'ai forcé un sourire et je les remerciai. Mais à l'intérieur, le soupçon s'était déjà transformé en certitude. Je ne voulais pas le croire, mais les pièces du puzzle s'assemblaient lentement. Isabelle n'était plus la fille que je considérais autrefois comme une fille. Elle était devenue une étrangère, avec des plans que je n'osais pas encore affronter. Le pire est arrivé une nuit tardive, où la douleur tourmentait Mathieu. Je l'ai entendu gémir doucement dans sa chambre, et appeler d'une voix faible. « Isabelle, peux-tu m'aider à me masser un peu la jambe? Ça fait si mal. » Je me tenais devant la porte, espérant un geste de tendresse de ma belle-fille. Mais Isabelle a brusquement retiré la main de Mathieu, sa voix tranchante comme un couteau. « Je ne suis pas ton infirmière. Si tu as besoin de soins, engage quelqu'un pour s'occuper de toi. » Je suis restée là, la main crispée sur la poignée de la porte, sentant comme si un poignard avait été planté dans ma poitrine. Mathieu s'est tu. Il n'a pas répondu, mais je savais que ces mots l'avaient trop profondément blessé. La maison qui débordait autrefois de rire a sombré dans un silence épais. Chaque nuit, je m'asseyais sur le porche, écoutant les grillons, le cœur déchiré. Je pensais au jour où Mathieu était encore en bonne santé, où il serrait Isabelle dans ses bras et disait « Maman, j'ai trouvé la personne qui marchera avec moi pour le reste de ma vie. » J'avais espéré qu'Isabelle apporterait le bonheur à mon fils. Mais maintenant, l'amour dans ses yeux s'était éteint, ne laissant que mépris et calcul. Chaque fois que je regardais Mathieu avec ses béquilles, en bois et son regard vide, je sentais que j'avais échoué, non seulement en tant que mère, mais en tant que personne qui croyait en l'amour et l'honnêteté. Un après-midi gris, le ciel couvert de nuages, je venais de poser la carafe d'eau sur la table quand j'ai entendu la porte s'ouvrir, accompagnée du cliquetis des talons sur le sol. Isabelle est entrée, mais elle n'était pas seule. À ses côtés se trouvait Maître Amélie Laurent, que j'ai reconnue immédiatement. Une vieille connaissance de mes jours au tribunal, maintenant de retour avec un regard froid et distant. Amélie portait un costume noir impeccable avec une mallette à la main, marchant avec un air de puissance qui semblait vouloir dominer toute la pièce. Je l'ai regardée et mon cœur a frémi en me souvenant des jours où nous étions assises ensemble, au bureau d'avocat, partageant des rêves de justice. Maintenant, elle était de l'autre côté, ne me saluant même pas, comme si j'étais une étrangère. Isabelle, dans une robe bleu vif, s'est assise sur une chaise sans daigner me regarder. Ni Mathieu. L'atmosphère dans la cuisine est devenue tendue, comme si un orage était sur le point d'éclater. Isabelle a poussé une pile de papier vers Mathieu, sa voix sèche, sans la moindre émotion. « Signe ici. Nous divorçons. Selon la loi, cette maison doit être partagée en deux. » Ces mots ont été comme un coup de poignard en plein cœur. J'ai regardé Mathieu. Son visage déjà pâle était maintenant blanc comme un linge, sans une goutte de sang. Ses mains tremblaient, agrippant le bord de la table comme pour s'accrocher à son dernier espoir. J'ai posé le verre d'eau sur la table et j'ai essayé de garder ma voix calme, bien qu'à l'intérieur, la rage me consumait. « Sur quelle base dis-tu que cette maison est un bien commun ?» Isabelle a relevé le menton avec un visage si effronté que j'ai eu envie de sauter de ma chaise. « Nous sommes légalement mariés. Tous les biens acquis pendant le mariage sont divisés en deux. Tu ne connais pas la loi ?» Ces mots étaient là comme une gifle, non seulement pour moi, mais aussi pour les années de sueur et de larmes que Mathieu avait mises pour construire cette maison. J'ai pris une profonde inspiration, contenu ma colère et répondu d'une voix ferme. « Tu te trompes, Isabelle. Cette maison est la propriété propre de Mathieu. Elle a été achetée et est à son nom avant votre mariage. Légalement, tu n'y as aucun droit. » L'atmosphère dans la pièce s'est figée. Mathieu a relevé la tête et dans ses yeux désespérés, une lueur d'espoir est apparue. Amélie, assise à côté d'Isabelle, est intervenue d'une voix aussi tranchante qu'un couteau. « Madame Vasseur, dans le droit du mariage en France, il y a des clauses qui permettent à des biens propres d'être considérés comme des biens matrimoniaux après plusieurs années de cohabitation.
Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Celle qui s'asseyait autrefois avec moi dans des procès tendus. Celle qui m'appelait Hélène, avec respect. Maintenant, elle me voyait comme une ennemie. Je lui ai répondu, mot pour mot. « Amélie, je connais la loi mieux que quiconque ici. » La pièce est tombée dans un silence absolu. Et puis Mathieu m'a regardée, surpris, avec une étincelle de fierté que je n'avais pas vue en lui depuis qu'il avait quitté l'hôpital. Mais Isabelle n'allait pas s'arrêter. Elle a sauté sur ses pieds en criant d'une voix stridente. « Je me fiche de qui tu étais. Je veux juste me débarrasser de ce fardeau. Il est déjà invalide et j'ai encore un avenir devant moi. » Ces mots sont tombés sur Mathieu comme un coup de marteau. Il est resté assis, silencieux, les épaules tremblantes, la voix brisée. « Isabelle, penses-tu vraiment ça ?» Elle a détourné le regard, ne répondant pas, et son silence était plus cruel que n'importe quel mot. J'ai eu l'impression que mon cœur était arraché. Mathieu, mon fils, la fierté de ma vie, était maintenant qualifié de fardeau par la femme qu'il aimait. Je voulais courir vers Isabelle, la gifler, crier qu'elle ne méritait pas l'amour de mon fils. Mais je suis juste restée là, les mains agrippées au bord de la chaise, luttant pour ne pas m'effondrer. Amélie s'est levée et a conduit Isabelle hors de la maison, laissant la demande de divorce sur la table comme une cicatrice qui ne pourrait jamais être effacée. La porte a claqué et Mathieu et moi sommes restés dans un silence de mort. J'ai commencé à débarrasser la vaisselle, essayant de faire quelque chose pour ne pas avoir à affronter la douleur qui m'écrasait la poitrine. Mais mes mains tremblaient tellement que j'ai fini par casser un bol en porcelaine. Le bruit du verre brisé a résonné, lugubre, comme mon cœur à ce moment-là. Mathieu était toujours assis, immobile, le regard vide fixé sur les papiers du divorce. « Maman !» a-t-il murmuré d'une voix faible. « Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle change comme ça ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis juste assise à côté de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. « Tu n'as rien fait de mal ?» ai-je dit, la voix étranglée. « C'est elle qui a tort, pas toi. » Mais au fond de moi, je savais que la vérité était encore plus douloureuse. Isabelle ne voulait pas seulement quitter Mathieu. Elle voulait prendre tout ce que nous avions construit. Cette maison, où Mathieu avait mis sa sueur et ses larmes pour la construire, était maintenant devenue la cible de son plan froid. J'ai pensé à ces jours où nous marchions dans des rues inondées, à l'alliance que j'ai vendue pour soutenir le rêve de Mathieu, à sa promesse de me donner une maison d'où personne ne pourrait jamais nous chasser. Maintenant, tout cela était en danger, non pas à cause d'un étranger, mais à cause de la personne même que Mathieu avait appelée sa femme. Cette nuit-là, je me suis assise seule sur le porche, écoutant les insectes dans l'obscurité. Le vent froid soufflait, mais je n'avais pas froid. Je savais que la véritable tempête ne faisait que commencer. Dans les jours qui ont suivi le dépôt des papiers du divorce, l'air dans la maison est devenu si lourd qu'il semblait m'écraser la poitrine. Chaque coin de la maison, de la table en bois, où nous rions autrefois, au couloir, où Mathieu marchait d'un pas assuré, n'était maintenant rempli que d'un silence glacial. Je regardais Mathieu, mon fils, manger son dîner en silence, ses mains lentes alors qu'il portait de petites bouchées à sa bouche. Il ne disait rien, baissait simplement la tête, son dos mince projetant une longue ombre sur le sol alors qu'il retournait dans sa chambre avec ses béquilles. Je voulais courir après lui, le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Mais je savais que ces mots de réconfort seraient maintenant comme du vent, incapables de calmer sa douleur. Cette nuit-là, je me suis retournée dans mon lit, incapable de dormir. La faible lueur de la lune filtrait par la fenêtre, dessinant de faibles lignes sur le plafond. J'ai pensé à Mathieu, à toutes les années que nous avions passées ensemble, à la promesse que je m'étais faite de le protéger de tout mal. Mais maintenant, c'était la personne qu'il aimait le plus qui lui brisait le cœur. Je me sentais impuissante, comme si toutes mes années de lutte n'avaient servi à rien. Finalement, ayant soif, je me suis levée, j'ai enfilé une veste légère et je suis allée à la cuisine. En passant devant la chambre d'Isabelle et de Léa, ma petite fille,
J'ai entendu un murmure. La voix froide d'Isabelle traversait la porte en bois comme un couteau. « Léa, écoute bien. Demain au tribunal, si le juge te demande, tu dois dire que ton papa ne peut plus s'occuper de toi. Tu dois dire « Je ne veux pas vivre avec une personne malade. » Compris ? Ces mots ont été comme un poignard en plein cœur. Je suis restée immobile, la main agrippée au verre, le laissant presque tomber. La voix de Léa a répondu, faible et sanglotante. « Mais je ne veux pas mentir, maman. J'aime beaucoup papa. » Sa voix tremblait comme si elle essayait de s'accrocher au peu d'amour qui restait dans son cœur innocent. Isabelle a répondu durement, sans patience. « Si tu ne m'obéis pas, toi et moi perdrons tout. Veux-tu vivre misérablement avec ta pauvre grand-mère et ton père invalide ?» J'étais là, le cœur serré, sentant comme si quelqu'un m'écrasait la poitrine. Le verre dans ma main tremblait, l'eau se renversant. Isabelle, que je considérais autrefois comme une fille, forçait maintenant sa propre fille de 8 ans à mentir, à trahir son propre père. La rage m'a consumée, mais avec elle une tristesse indescriptible. Léa, ma petite fille, que j'aime comme mon propre sang, était poussée par sa mère vers un choix cruel. Silencieusement, j'ai reculé. Je suis retournée dans ma chambre avant qu'elle ne puisse me découvrir. Assise sur le lit, je me suis couvert le visage de mes mains, essayant de retenir les larmes qui coulaient. J'ai pensé à Mathieu, à la façon dont il portait Léa sur ses épaules, riant, alors qu'elle pointait les étoiles dans le ciel. « Mamie, je veux être astronaute. » Léa avait les yeux brillants. Mathieu l'avait serrée dans ses bras et avait murmuré « Tu y arriveras, ma chérie. Ton papa croit en toi. » Maintenant, Isabelle voulait enlever cet amour, transformer Léa en une pièce de son plan. Je ne pouvais pas le permettre. Je ne pouvais pas laisser ma petite fille grandir avec des leçons de mensonges et de cruauté. Le lendemain matin, dès que le soleil s'est levé, je me suis levée tôt. J'ai préparé le petit déjeuner comme d'habitude. Mathieu dormait encore, le visage émacié, les yeux cernés par tant de nuits blanches. Je l'ai observé par la fente de la porte, et la douleur m'a déchirée. Mais je savais que ce jour-là, je devais agir, non seulement pour Mathieu, mais aussi pour Léa. J'ai appelé la fillette dans l'arrière-cour, où le cerisier chargé de fruits embaumait l'air. Léa est sortie les yeux rouges, sa robe bleue tachée, comme si elle avait pleuré toute la nuit. Je me suis assise sur le banc en bois, et je l'ai tirée pour qu'elle s'assoie à côté de moi. « Ma chérie », ai-je dit d'une voix douce, « la nuit dernière, j'ai entendu la conversation entre toi et ta maman. Tu as très peur, n'est-ce pas ?» Léa m'a regardée, les lèvres tremblantes. Et soudain, elle a fondu en larmes, me serrant fort dans ses bras. « Mamie, je ne veux pas faire ça », sanglotait-elle. Ses pleurs me brisaient l'âme. Je ne veux pas quitter papa. Je ne veux pas mentir. Je veux juste être avec papa et toi. Je l'ai serré fort, sentant ses petites épaules trembler dans mes bras. Mes larmes sont tombées en silence, mais j'ai gardé ma voix ferme. N'aie pas peur, Léa. Ta mamie est là. Tu n'auras à mentir à personne. La vérité était notre arme la plus puissante. Souviens-toi de ça. Léa a relevé son visage, ses yeux clairs pleins de larmes, m'a regardé attentivement. Mais maman dit que si je ne fais pas ce qu'elle veut, elle ne me laissera pas voir papa, a-t-elle murmuré craintivement. J'ai séché ses larmes, le cœur endolori, mais plein de détermination. Ta maman a tort, ai-je dit avec certitude. Personne ne peut t'éloigner de ton papa ou de ta mamie. Je te le promets, nous allons nous en sortir, tout comme ton papa et moi avons surmonté tant de difficultés. Léa a hoché la tête, m'a serré la main, et à ce moment-là, j'ai senti une nouvelle force s'éveiller en moi. Je me battais non seulement pour Mathieu, mais aussi pour ma petite fille, pour qu'elle ne grandisse pas entourée de tromperies et de peur. Après cette nuit, j'ai surpris la conversation entre Isabelle et Léa. Mon cœur brûlait d'un feu de colère et de douleur. Je ne pouvais pas laisser ma belle-fille transformer ma petite fille en un pion dans son plan cruel. Mais je savais que des mots blessants ou des confrontations directes ne suffiraient pas à protéger Mathieu et Léa. J'avais besoin de preuves.
J'avais besoin d'une vérité assez tranchante pour briser l'armure qu'Isabelle avait construite. Et c'est ainsi que j'ai décidé d'aller voir une vieille connaissance d'une vie que je pensais avoir enterrée. Robert Fournier, un détective privé expérimenté qui avait été mon allié à l'époque où j'affrontais moi-même les tribunaux. Le bureau de Robert était caché dans une petite ruelle de Lyon, où l'odeur de vieux tabac se mêlait à des secrets indicibles. La pièce était minuscule, éclairée seulement par une vieille lampe de bureau, remplie de dossiers jaunâtres et de photographies, en noir et blanc. Quand j'ai poussé la porte et suis entrée, Robert était assis derrière le bureau, une cigarette à moitié fumée à la main. Quand il m'a vue, il a sursauté, les yeux écarquillés de surprise. « Hélène !» s'est-il exclamé d'une voix rauque. « Mon Dieu, combien d'années se sont écoulées! Je pensais que tu avais complètement pris ta retraite. » J'ai souri froidement, bien qu'à l'intérieur je ressentais une douleur sourde. Ma vie passée, ces jours où l'on m'appelait la reine du barreau, n'étaient plus qu'un lointain souvenir. Mais aujourd'hui, je devais y retourner pour mon fils et ma petite-fille. Je me suis assise sur la chaise en bois, en face de Robert, et je lui ai raconté dans les grandes lignes l'histoire de Mathieu, l'accident, le changement d'Isabelle, le procès en divorce et le plan pour forcer Léa à mentir. Robert a écouté en silence, hochant la tête, le regard à nouveau acéré, comme un vieux loup flairant sa proie. « Je comprends », a-t-il dit à voix basse. « Laisse-moi faire, mais sois prête, Hélène. Parfois, la vérité fait plus mal que le soupçon. » J'ai hoché la tête fermement, serrant les mains. « Je suis prête, Robert. J'ai juste besoin de la vérité, aussi douloureuse soit-elle. » Quelques jours plus tard, Robert m'a retrouvée dans un petit café isolé en périphérie. Quand je suis arrivée, il était déjà assis dans un coin discret, avec une tasse de café noir devant lui et un mince dossier sur la table. Il a poussé le dossier vers moi, sans dire un mot. Je l'ai ouvert et j'ai senti mon cœur s'arrêter. Les photos à l'intérieur étaient claires. Isabelle dans une robe rouge éclatante au bras d'un homme costaud et élégant, sortant d'un hôtel de luxe de la presqu'île. Elle souriait radieusement, les yeux brillants, bien loin du visage froid et amer qu'elle montrait à Mathieu. J'ai pris les photos avec des mains tremblantes, sentant comme si de la glace était versée sur ma poitrine. « Il s'appelle Guillaume Martel », a murmuré Robert d'une voix grave. « Un magnate de l'immobilier connu pour séduire les femmes avec des propriétés pour ensuite prendre leurs biens. Il a une armée d'avocats et de contacts puissants qui couvrent tout. » Ah, j'ai regardé une photo où Isabelle portait un bracelet étincelant que je n'avais jamais vu auparavant. « Ce n'est pas une aventure », a continué Robert. « Il la récupère, paie toutes ses factures, des restaurants de luxe aux robes chères. Je soupçonne que c'est un plan calculé, Hélène. Elle veut la maison de Mathieu. Et Guillaume est derrière tout ça. » Mon cœur s'est rempli de douleur et de rage. Pendant que Mathieu luttait contre chaque spasme de douleur, essayant de faire des pas avec ses jambes abîmées, Isabelle, l'épouse qu'il aimait tant, s'amusait avec un autre homme, prévoyant de lui enlever la maison que mon fils avait construite de toute sa vie. J'ai pensé aux nuits où Mathieu fixait la fenêtre avec des yeux vides, et j'ai voulu crier contre tant d'injustice. Jusqu'où est-elle allée avec lui ? Ai-je demandé, la voix brisée par une fureur contenue. Robert a soupiré et a secoué la tête. « Très loin, Hélène. J'ai trouvé des reçus d'hôtel, des billets d'avion, et même des virements bancaires du compte de Guillaume au sien. Ce n'est pas seulement une romance, c'est une affaire. » J'ai payé Robert, lui demandant de continuer à surveiller. J'ai besoin de toutes les preuves que je peux obtenir, aussi petites soient-elles, lui ai-je dit d'une voix ferme. Robert a hoché la tête avec un regard plein de compréhension. « Tu es toujours la même Hélène que j'ai connue, » a-t-il dit. « Dur comme l'acier, mais fais attention. Guillaume n'est pas un homme facile à affronter. » J'ai souri froidement, mais au fond de moi, je savais que je n'avais pas d'autre choix. Ce n'était pas seulement un divorce, c'était une bataille pour protéger ma famille. Cette nuit-là, j'ai caché l'enveloppe avec les photos dans le tiroir verrouillé de ma chambre. Je ne voulais pas que Mathieu les voie. Je ne voulais pas qu'il affronte la vérité que sa femme l'avait trahi si effrontément. Mathieu avait déjà assez souffert. L'accident,
les insultes d'Isabelle, les regards de pitié des gens. Je ne pouvais pas laisser une autre blessure poignarder son cœur. Pendant le dîner, Isabelle est apparue, vêtue de manière aussi ostentatoire que d'habitude. Elle s'est assise à table et a proposé très naturellement « Maman, je pense que nous devrions vendre cette maison et déménager dans un appartement de luxe plus confortable. Vivre ici devient ennuyeux. Tu ne trouves pas ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux, avec une froideur tranchante. Cette maison est le fruit du travail acharné de Mathieu. Ai-je dit d'une voix calme mais vive, « Ce n'est pas quelque chose que tu peux vendre sur un coup de tête. » Isabelle s'est tendue, ses lèvres bougeant comme si elle voulait répondre. Mais elle s'est tue et a commencé à servir de la nourriture à Léa. J'ai regardé Léa et j'ai vu ses petits yeux éviter les miens. Et j'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine. Elle en savait trop, mais elle était trop jeune pour porter ce poids. En la voyant, une nouvelle force est née en moi. Non seulement pour protéger Mathieu, mais aussi pour protéger l'innocence de Léa des cicatrices que sa mère essayait de lui laisser. Le matin de la première audience, il pleuvait à verse. Les gouttes tombèrent de travers, comme mes propres larmes. J'ai aidé Mathieu à sortir de la vieille voiture. Chacun de ses pas lourds, non seulement à cause de la béquille en bois, mais aussi à cause du fardeau invisible sur ses épaules. Son visage était émacié, ses yeux cernés par les nuits blanches, mais il m'a quand même fait un faible sourire, pour que je ne m'inquiète pas. « Maman, je vais bien », a-t-il dit, bien que sa voix tremblât. Et je savais qu'il essayait de cacher la douleur. Je lui ai serré la main fermement, essayant de lui transmettre un peu de ma force, bien qu'à l'intérieur mon cœur me faisait mal en pensant à ce qui allait arriver. De l'autre côté du palais de justice, une voiture de luxe s'est arrêtée en crissant. Isabelle en est sortie fièrement, vêtue d'une robe vert émeraude scintillante, un sourire triomphant aux lèvres comme si la victoire était déjà assurée. Ses parents et son frère ont suivi, riant et parlant fort comme s'ils allaient à une fête au lieu d'un procès. En voyant cela, mon estomac s'est noué. Ils ne comprenaient pas les années de sacrifice de Mathieu pour construire cette maison. Ils ne voyaient pas les nuits blanches que j'ai passées à protéger ma famille. Pour eux, tout cela était un jeu, et Mathieu la proie facile. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était épais, avec l'odeur de vieux bois et de tension. Mathieu s'est assis sur le banc du plaignant, agrippant fermement sa béquille, le regard fixé sur le sol comme s'il voulait échapper à tous les regards. Je me suis tenue derrière lui en silence, attendant mon moment. Isabelle a pris place sur le banc de l'accusé, croisant les jambes, ses talons tapant sur le sol. Chaque coup, une moquerie. Elle a regardé Mathieu froidement, sans la moindre émotion, comme s'il n'était plus son mari. Maître Amélie Laurent, l'avocate d'Isabelle, s'est levée. Sa voix ferme a résonné dans toute la salle. « Votre honneur, ma cliente, Madame Isabelle Torres, a dû endurer une vie insoutenable aux côtés d'un mari handicapé pendant de nombreuses années. Monsieur, Mathieu Vasseur n'est plus en mesure de travailler. Il n'a pas la santé nécessaire pour remplir le rôle de mari et de père. Nous demandons le divorce et la division des biens, y compris la moitié de la valeur de la maison qu'ils ont partagée durant leur vie commune. » Chaque mot qu'elle prononçait était comme un coup de poignard dans mon cœur. Je voulais me lever pour crier qu'il déformait en la vérité, mais je me suis retenue, serrant fermement la vieille mallette en cuir. Isabelle a hoché la tête, ajoutant une phrase venimeuse, la voix remplie de mépris. « Il n'est qu'un fardeau. Je mérite une vie meilleure, pas à servir quelqu'un qui ne vaut rien. » Ces mots ont été un coup direct pour Mathieu. Il a essayé de se lever, ses mains tremblantes, s'appuyant sur ses béquilles, sa voix brisée par l'émotion. « Je peux encore m'occuper de ma fille. Je suis toujours le père de Léa. » Mais sa gorge s'est nouée, incapable de finir la phrase. Son visage est devenu rouge. La sueur coulait sur son front, et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes, comme si toute la force qui lui restait s'effondrait. Le rire sarcastique d'Isabelle a éclaté, cruel, glacial. « Regarde-toi, Mathieu. Tu ne peux même pas te tenir debout. De qui penses-tu pouvoir t'occuper ?» La salle entière a murmuré. Des regards de pitié se sont fixés sur mon fils.
J'ai senti mon cœur se déchirer. Mathieu, le fils qui était autrefois ma fierté, maintenant humilié devant tout le monde, traité d'inutile par la femme qui prétendait l'aimer. La balance de la justice semblait pencher en faveur d'Isabelle. Et je savais que si je n'agissais pas, tout ce pourquoi Mathieu avait sacrifié serait perdu. À cet instant, je me suis levée. J'ai marché calmement jusqu'à la table de la défense. J'ai ouvert la vieille mallette en cuir. Le son de la fermeture éclair a résonné vivement dans la salle silencieuse. Je l'ai posée sur la table. J'ai tiré une chaise à côté de Mathieu, sentant le regard étonné de mon fils. J'ai pris une profonde inspiration. Puis je me suis levée. Ma voix, claire et ferme, a résonné. À partir de ce moment, moi, Hélène Vasseur, serai la représentante légale de mon fils, Monsieur Mathieu Vasseur. La salle entière s'est tue, comme si le temps s'était arrêté. Amélie était pétrifiée, les yeux écarquillés d'étonnement. Isabelle me fixait, la bouche bée. Son visage est devenu pâle, comme si elle avait vu un fantôme du passé. Les personnes âgées dans la salle ont commencé à murmurer. Certains chuchotaient. « Hélène Vasseur, serait-ce possible ?» J'ai senti la vague de surprise se propager, mais j'ai gardé les yeux fixés sur le juge Renaud, qui ne me quittait pas des yeux. Le juge a tapé doucement son marteau, sa voix tremblante, remplie de doute et de respect. « Madame Hélène Vasseur, seriez-vous par hasard la reine du barreau ?» Cette question a balayé la salle comme un vent déchaînant, un murmure général. Mathieu m'a regardé, les yeux humides, incrédule, comme si pour la première fois il découvrait que sa mère n'était pas seulement une mère. Les personnes âgées présentes ont commencé à hocher la tête, murmurant entre elles les histoires du passé, sur la femme qui faisait autrefois trembler les avocats adverses. J'ai hoché la tête, la voix ferme. « Votre honneur, je n'ai jamais cessé de croire en la justice. » Ces mots n'étaient pas seulement pour le juge, mais aussi pour moi, pour Mathieu, et pour ceux qui me regardaient avec un mélange de curiosité et de respect. J'ai senti la force des jours passés s'éveiller en moi, comme si la flamme que je pensais éteinte depuis longtemps se ravivait. J'ai regardé Isabelle, et je l'ai vue tressaillir. Le sourire triomphant sur ses lèvres avait disparu. Amélie, qui fut autrefois mon amie, a baissé la tête comme si elle savait qu'elle faisait face à un adversaire qu'elle ne pouvait pas sous-estimer. Lors de l'audience suivante, l'atmosphère dans la salle d'audience était aussi tendue qu'une corde, sur le point de se rompre. La salle était comble. Des journalistes avec leurs stylos prêts, des voisins curieux, tous attirés par la nouvelle que la reine du barreau était de retour. Une rumeur qui s'était propagée comme une traînée de poudre à travers Lyon. Je suis entrée en tenant la main de Mathieu, sentant la main tremblante de mon fils agripper mon bras. Il ne disait rien, mais dans ses yeux fatigués, une étincelle d'espoir brillait. J'ai serré doucement sa main, voulant lui dire que j'étais là, et que je ne laisserais personne prendre ce qui lui revenait de droit. Isabelle était assise sur le banc de l'accusé, vêtue avec son élégance habituelle, bien que son sourire habituel n'ait plus le même éclat. À côté d'elle, maître Amélie Laurent, son avocate, avait l'air tendu, serrant une pile de documents comme s'ils étaient son dernier recours. La famille d'Isabelle, ses parents et son frère, occupaient le banc derrière, mais leurs rires et leurs commentaires bruyants de la veille avaient disparu, remplacés par des regards nerveux et conspirateurs. Je savais qu'eux aussi sentaient que le vent tournait, même s'ils ne comprenaient pas encore ce qui allait arriver. Le juge Renaud est entré avec sa solennité habituelle. Il m'a fait signe de commencer. Je me suis levée, j'ai ouvert ma vieille mallette en cuir et j'ai sorti un paquet de documents soigneusement arrangés. « Votre honneur », ai-je dit d'une voix claire et ferme. Je présente comme première preuve les documents de propriété de la maison située en périphérie de Lyon. Tous les registres indiquent clairement que cette maison a été achetée par et est au nom de mon fils, Mathieu Vasseur, 2 ans avant son mariage avec Madame Isabelle Torres. J'ai posé les papiers sur la table un par un, comme si je posais des briques pour construire un mur de vérité. Le greffier du tribunal a pris les documents. Il les a examinés en détail et a hoché la tête, confirmant leur authenticité.
Le juge Renaud les a regardés. Il a également hoché la tête, et un léger geste d'approbation s'est échappé de son regard perçant. La salle a éclaté en murmures, les rumeurs se propageant comme une vague. Les visages des parents d'Isabelle sont devenus pâles. Son frère a baissé la tête, et Isabelle a serré les poings, se mordant les lèvres pour contenir sa rage. Amélie s'est immédiatement levée. Sa voix essayait encore de paraître assurée, bien qu'elle tremblât déjà. « Votre honneur, bien que la maison puisse être considérée comme un bien propre, pendant les années de cohabitation, elle est devenue la résidence familiale. Selon les lois sur le mariage de cet État, ce fait peut être pris en compte pour la division des biens. Je l'ai interrompu d'une voix dure, ne lui laissant aucune place pour continuer. Maître Laurent, la loi est très claire. La résidence commune ne change pas le droit de propriété sur un bien acquis avant le mariage. Cette maison est le bien intouchable de mon fils. L'atmosphère dans la salle est devenue encore plus tendue. Sous la table, Mathieu m'a serré la main fermement et j'ai senti la chaleur de son tremblement. Je l'ai regardé et dans ses yeux, cette étincelle d'espoir brillait à nouveau, comme si pour la première fois depuis longtemps, il croyait que nous pouvions gagner. Mais je savais que les papiers de propriété n'étaient que la première étape. Je ne leur ai pas laissé le temps de réagir et j'ai lancé la deuxième pièce à conviction. Une petite clé USB contenant quelque chose capable de secouer tout le procès. « Votre honneur », ai-je dit d'une voix calme mais tranchante. Je souhaite présenter un enregistrement réalisé la nuit précédant la première audience. J'ai remis la clé USB au greffier, et lorsque l'enregistrement a commencé à jouer, toute la salle s'est tue. La voix d'Isabelle s'est fait entendre, forte, dure et cruelle. « Léa, écoute bien. Demain au tribunal, si le juge te demande, tu dois dire que ton papa ne peut plus s'occuper de toi. Tu dois dire que tu ne veux pas vivre avec une personne malade. Compris ?» Puis les sanglots de Léa se sont fait entendre. « Mais je ne veux pas mentir, maman. J'aime beaucoup papa. » Puis la voix d'Isabelle s'est durcie, sans pitié. « Si tu ne fais pas ce que je dis, nous perdrons tout. Veux-tu vivre misérablement avec ta pauvre grand-mère et ton père invalide ?» La salle était glacée. Tous les regards, entre stupéfaction et indignation, étaient fixés sur Isabelle. Elle a sursauté, les yeux écarquillés, en criant « C'est faux !» Elle a tout inventé pour me diffamer. Mais sa voix tremblait, et j'ai vu Amélie lui poser une main sur l'épaule, lui demandant de se taire. Le juge Renaud a levé la main et a ordonné « Ordre dans la cour. Je veux entendre le témoin direct. Appelez l'enfant Léa Vasseur à la barre. » Léa est entrée à pas hésitants, les yeux gonflés de larmes, mais propres et clairs. En la voyant, mon cœur s'est brisé. Elle n'avait que 8 ans, et elle devait déjà se tenir entre la vérité et le mensonge. Isabelle s'est penchée en avant, sa voix douce mais chargée de pression. « Léa, dis à tout le monde que tu veux être avec moi, n'est-ce pas ?» Toute la salle a retenu son souffle, attendant sa réponse. Léa a levé son visage rempli de larmes. Elle a regardé directement le juge Renaud, et d'une voix claire et déterminée, bien que tremblante d'émotion, elle a dit « J'aime mon papa. Je ne vais pas mentir. Je veux être avec mon papa et ma mamie. » La salle a explosé. Il y a eu des murmures, et parmi eux, quelques applaudissements discrets d'inconnus. Mathieu a fondu en larmes, cachant son visage dans ses mains, ses épaules secouées. Je l'ai regardé, et j'ai vu que ses larmes n'étaient pas de douleur, mais du bonheur fragile de savoir que sa fille l'aimait toujours. Isabelle est devenue pâle et a crié de désespoir. L'enfant est manipulé. Cette femme lui a lavé le cerveau. Sa voix stridente n'a trouvé aucune oreille. Je me suis approchée, j'ai serré les épaules fragiles de Léa et je l'ai tenue contre ma poitrine. J'ai regardé Isabelle droit dans les yeux et j'ai dit froidement « La vérité ne peut être manipulée, Isabelle. » Et l'enfant a choisi la vérité. Léa s'est blottie contre moi, s'accrochant à mes vêtements avec ses petites mains, comme si j'étais son seul refuge. Le juge Renaud a frappé son marteau encore et encore pour calmer la salle. Mais je savais que le cours du procès avait déjà complètement changé.
Amélie a baissé la tête, incapable de réfuter quoi que ce soit. La famille d'Isabelle était restée immobile, les yeux remplis de honte. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages compatissants, des têtes s'inclinant en signe de respect. Soudain, Isabelle s'est de nouveau levée, les yeux fous, et sa voix stridente a transpercé le silence. Ne la croyez pas. Elle n'est qu'une avocate ratée. Elle a perdu une affaire majeure de manière si humiliante qu'elle a dû abandonner sa profession. Qui peut faire confiance à quelqu'un comme ça? Ces mots ont explosé comme une bombe. Toute la salle s'est agitée, les murmures grandissant comme une vague. Certains journalistes écrivaient à la hâte, leur stylo grattant le papier. J'ai regardé Mathieu, qui a baissé la tête, agrippant fermement ses béquilles, comme s'il craignait que mon passé ne ruine tout ce que nous avions accompli. Léa, à côté de moi, m'a serré la main fermement, ses yeux clairs reflétant une pure inquiétude. J'ai pris une profonde inspiration, sentant ma poitrine brûler. Les mots d'Isabelle n'étaient pas seulement un coup porté à mon honneur, mais aussi une tentative désespérée d'ébranler la confiance de Mathieu et de Léa. Mais je n'avais pas peur. J'avais fait face à des insultes plus venimeuses que cela, et j'ai appris à transformer la douleur en force. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à la table de la défense, et j'ai fixé mon regard sur le juge Renaud. Ma voix sonnait étrangement calme, mais chaque mot était aussi tranchant qu'un rasoir. Oui, j'ai quitté le droit, mais pas parce que j'étais faible. Il y a de nombreuses années, j'ai perdu une affaire importante. Et ce n'était pas par manque de compétences ou de preuves, mais parce que mon ex-mari et sa riche maîtresse ont soudoyé le juge. Chaque document, chaque argument de ma part était impeccable, mais le verdict final a été une distorsion flagrante de la justice. Mon honneur a été enterré sous de l'argent sale, et j'ai décidé de me retirer pour préserver ma dignité. La salle est tombée dans un silence absolu. Tous les yeux étaient tournés sur moi, non plus avec curiosité ou pitié, mais avec une profonde empathie. Mathieu a relevé la tête, les yeux remplis de larmes, me regardant comme si pour la première fois, il comprenait toute la vérité de ce que j'avais traversé. J'ai senti Léa me serrer la main plus fort, et je savais que mes mots ne défendaient pas seulement mon honneur, mais montraient aussi à mon fils et à ma petite fille que je ne m'étais jamais inclinée devant l'injustice. J'ai continué à parler, la voix ferme, sans trembler. Ce juge, des années plus tard, a fait l'objet d'une enquête et a été condamné à la prison pour de multiples chefs d'accusation de corruption. Et moi, à partir de ce jour, j'ai juré que je ne permettrai plus jamais que la justice soit ternie. Aujourd'hui, je suis ici non pas pour la gloire, mais pour mon fils, pour ma petite fille, et pour la vérité que notre famille mérite. Je me suis tue, observant la salle, et j'ai vu les lents hochements de tête des anciens qui avaient entendu parler de moi, de la reine du barreau d'un autre temps. Juste à ce moment, le juge Renaud s'est penché en avant, a tapé doucement son marteau, et ses yeux brillaient d'un respect impossible à cacher. Je peux attester des paroles de Madame Vasseur, a-t-il dit d'une voix grave et ferme. Il y a de nombreuses années, alors que je n'étais qu'un jeune avocat, c'est Hélène qui m'a défendu dans une affaire similaire. Elle a été la personne qui a valorisé la vérité et la loi plus que quiconque que j'ai jamais connu. Ces mots ont balayé la salle comme un vent éveillant des murmures d'admiration. Les journalistes écrivaient à la hâte et certains chuchotaient. La reine du barreau est vraiment de retour. J'ai regardé Isabelle. Elle titubait comme si elle était sur le point de s'effondrer. Son visage pâle, ses lèvres serrées, ne contenaient plus la fierté d'avant. Amélie, son avocate, a juste baissé la tête et a feuilleté sans but des documents, comme si elle acceptait la défaite. La famille d'Isabelle est restée immobile, les yeux remplis de honte, incapable de me regarder en face. Je me suis tournée vers Mathieu, et je l'ai vu me regarder avec des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Maman », a-t-il murmuré d'une voix brisée. J'ai posé ma main sur son épaule, serrant doucement comme pour lui dire que je ne le laisserais pas s'effondrer. Le juge Renaud s'est levé. Sa voix a résonné avec clarté.
La cour prendra une pause. Le verdict final sera rendu lors de la prochaine audience. Le coup sec du marteau a retenti fort, comme un point final à la vérité qui venait d'éclater au grand jour. Quand nous avons quitté la salle d'audience, la foule s'est écartée pour nous laisser passer. Des inconnus se sont approchés, murmurant « Elle est si forte ! La justice a enfin parlé. » Une vieille femme m'a pris la main, les yeux remplis de larmes. « Merci, Hélène. Vous avez restauré notre foi que la vérité a encore de la valeur. » Le jour du verdict, la salle d'audience était bondée. Il n'y avait même plus de place debout. Journalistes, voisins et même des inconnus de tout Lyon étaient venus, comme si toute la ville retenait son souffle, attendant l'issue d'une histoire qui avait secoué chaque recoin. Je suis entrée en tenant la main de Mathieu. J'ai senti ses doigts, tremblants, agripper mon bras. Léa était à nos côtés. Ses yeux clairs reflétaient l'inquiétude, et ses petites mains serraient les miennes fermement, comme si elle avait peur de se perdre. Je lui ai souri, essayant de la calmer, bien qu'à l'intérieur, mon cœur battait violemment, comme si j'étais à un carrefour du destin. Isabelle était assise sur le banc de l'accusé, le visage pâle, sans son ancienne fierté. Sa robe élégante semblait maintenant déplacée, comme une coquille qui ne pouvait plus cacher sa défaite. Amélie, son avocate, était à ses côtés, le regard baissé et les mains crispées, comme si elle essayait de s'accrocher au dernier lambeau de dignité. La famille d'Isabelle, ses parents et son frère, étaient également présents, mais ils ne riaient plus, ni ne parlaient comme avant. Leur regard nerveux et fuyant révélait qu'ils savaient que la tempête était arrivée et qu'ils n'avaient nulle part où se cacher. Le juge Renaud est entré, imposant, remplissant la salle de solennité. Il s'est assis sur le fauteuil principal, ses yeux perçants, balayant chaque personne. Le silence était total. Seul le bruissement des papiers et le souffle retenu du public pouvaient être entendus. Il s'est éclairci la gorge, et sa voix grave a sonné comme un coup de marteau du destin. Après examen de toutes les preuves et témoignages, la Cour rend le verdict suivant. Le divorce entre Madame Isabelle Torres et Monsieur Mathieu Vasseur est prononcé. La pleine propriété de la maison en périphérie de Lyon reste à Mathieu Vasseur, car il s'agit d'un bien acquis avant le mariage. La garde de la mineure Léa Vasseur est attribuée à son père, Mathieu Vasseur, et à sa grand-mère, Madame Hélène Vasseur. Madame Isabelle Torres ne recevra aucun avantage financier et ne pourra rendre visite à sa fille que sous surveillance judiciaire. La salle a éclaté. Des chuchotements et des applaudissements contenus sont venus de tous côtés. Mathieu s'est effondré en larmes sur mon épaule, son corps mince, tremblant, comme si un lourd poids avait enfin été levé. Léa a couru dans nos bras, nous serrant fort, ses larmes trempant mes vêtements. « Mamie, papa, je reste avec vous !» sanglotait-elle d'une voix brisée, mêlée de soulagement et de joie. Je les ai serrés de toutes mes forces, sentant la chaleur des deux personnes que j'aimais le plus. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais elles n'étaient pas de douleur. Elles étaient de bonheur, de soulagement, de savoir que notre famille était en sécurité. Isabelle a sursauté, le visage tordu de rage, criant de manière incontrôlable « Ce n'est pas juste, je vais faire appel, vous ne pouvez pas me faire ça !» Sa voix stridente a résonné, mais personne ne lui a prêté attention. Amélie a posé une main sur son épaule et a murmuré « C'est inutile, Isabelle, nous avons déjà perdu. » Elle a fait quelques pas chancelants, comme si ses forces l'avaient complètement abandonnée. Sa famille s'est levée en silence, la tête baissée, et a quitté la salle sans oser affronter le regard méprisant qui les entourait. Je les ai regardés partir sans ressentir le moindre gramme de satisfaction. J'ai seulement ressenti de la tristesse. De la tristesse pour Isabelle, qui fut autrefois ma belle-fille, une partie de notre famille, mais qui a choisi le chemin de la trahison et de l'ambition. Quelques jours plus tard, j'ai entendu les voisins dire que Guillaume, le magnate de l'immobilier derrière Isabelle, avait coupé toute communication avec elle dès qu'il a appris qu'elle avait perdu le procès. Il ne la récupérait plus, ni ne payait ses factures luxueuses. Isabelle a dû vivre seule dans un appartement délabré, en location en périphérie, pointée du doigt
et rejetée par tout le monde. Un matin, Madame Martin, la vendeuse du marché, m'a chuchoté. « Hélène, je l'ai vue emballer ses affaires. Personne ne sait où elle est allée, comme si elle voulait fuir tout ça. » J'ai hoché la tête, ne disant rien. Mais au fond de moi, je souhaitais seulement qu'Isabelle trouve un nouveau chemin, bien que je savais qu'elle devrait vivre avec ce qu'elle avait causé. Pendant ce temps, nous, Mathieu, Léa et moi, avons commencé une nouvelle vie sous le toit que nous aimions tant. J'ai consacré mon temps à emmener Mathieu à ses séances de rééducation, le regardant retrouver lentement sa confiance en lui. Au début, il était encore timide, mais chaque fois que Léa courait vers lui, le serrait dans ses bras et criait « Papa, tu es mon super-héros !» Je voyais les yeux de Mathieu s'illuminer comme si une étincelle d'espoir se ravivait. J'ai aidé Léa avec ses devoirs. Nous avons dessiné ensemble des images colorées, et chaque soir, la cuisine était remplie de l'arôme des plats que je préparais. Les repas de famille, qui avaient autrefois été assombris par Isabelle, étaient maintenant remplis de rire. Léa racontait des histoires tard de l'école. Mathieu la taquinait de manière enjouée, et je restais juste assise là, regardant les deux êtres que j'aimais le plus, avec un cœur chaleureux, comme si une tempête n'était jamais passée. Un après-midi ensoleillé, j'ai vu Léa prendre secrètement mes vieux talons hauts dans le placard, les enfiler et marcher de manière instable, posant comme une avocate. « Mamie, quand je serai grande, je serai aussi bonne que toi !» a-t-elle crié, puis a éclaté de rire. Mathieu, assis sur la chaise du porche, la regardait avec des yeux pleins de bonheur et de renaissance. Je me suis assise à côté de mon fils et de ma petite fille, regardant le cerisier chargé de fruits dans le jardin, et j'ai murmuré « La justice dort parfois, mais elle ne meurt jamais. Elle attend juste que des cœurs courageux la réveillent. » Mathieu a pris ma main, la voix étranglée. « Maman, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Merci pour tout. » J'ai souri et j'ai serré doucement la main de mon fils. « Je n'ai fait que ce que n'importe quelle mère ferait, » ai-je répondu, bien qu'à l'intérieur je savais que j'avais fait bien plus. Je m'étais battue non seulement pour Mathieu et Léa, mais aussi pour moi-même, pour la promesse que je m'étais faite dans les jours les plus sombres, que je ne permettrais jamais que la justice soit bafouée. Les cloches de la basilique ont commencé à sonner, mais cette fois, le son était clair, serein, comme une bénédiction pour notre famille. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu de Lyon, avec des rayons de soleil brillants à travers les branches des arbres. Après la tempête, nous avions trouvé la paix. Cette maison, qui fut autrefois le centre de la bataille, était maintenant un véritable foyer. Le lieu où Mathieu reprenait des forces, où Léa grandissait, entourée d'amour, et où moi, Hélène Vasseur, savais que j'avais rempli ma promesse envers mon fils et ma petite fille. Je suis restée là, à côté de ceux que j'aimais le plus. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai senti que mon cœur était vraiment en paix. Après tout ce que j'ai traversé, j'ai réalisé que la vie peut nous enlever beaucoup de choses. Notre santé, notre confiance, même les relations qui semblaient souvent les plus solides. Mais il y a quelque chose que personne ne peut nous enlever. La vérité et l'amour. Ils sont devenus la lumière qui m'a guidée, me donnant le courage d'affronter la trahison et l'injustice. Je veux que tout le monde comprenne que dans la vie, il y aura toujours des moments où nous serons testés jusqu'à nos limites. Mais si nous gardons la foi et ne baissons pas la tête devant les mensonges, la justice finira par parler. Et surtout, la famille est la plus grande force pour surmonter n'importe quelle tempête. L'histoire que vous venez d'entendre a vu ses noms et lieux modifiés pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne la racontons pas pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un l'écoutera et s'arrêtera pour réfléchir. Combien de mères souffrent en silence au sein de leur propre foyer? Je me demande vraiment, si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Choisiriez-vous de rester silencieux pour maintenir la paix, ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux connaître votre opinion, car chaque histoire peut devenir une bougie qui éclaire le chemin des autres. Dieu bénit toujours,
Et je suis sûre que le courage nous mènera à des jours meilleurs. En ce moment, sur l'écran de fin, je laisserai 2 des histoires les plus aimées de la chaîne. Je suis convaincue qu'elles vous surprendront. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment.